Hop. Voilà. Donc, bienvenue sur ce webinaire pour vous présenter un petit peu les solutions de dernière minute pour étudier à l'étranger, donc dès septembre prochain. Donc, voilà, ce webinaire va s'adresser à tous ceux qui vont chercher des options pour pouvoir intégrer des universités dès la rentrée prochaine. Avant de me présenter, je vais quand même présenter les personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, on a Marc McHugh, vous voyez pas sa vidéo, vous voyez juste sa photo qui est là pour gérer le chat. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur le chat. Donc vous avez une section questions-réponses ou le chat classique. Vous pouvez poser vos questions, on y répondra directement par ce biais. Je suis aussi rejoint aujourd'hui par Charlie et Senia, qui sont donc les deux personnes en plus. Donc Charlie, il fait partie de l'université de Glasgow et il va vous parler un petit peu en détail de cette université et des options qui sont possibles pour septembre prochain. Et Senia travaille pour le groupe Kaplan, qui est une institution qui travaille en étroite collaboration avec des universités un petit peu partout et qui va aussi vous parler des options qui sont encore possibles pour septembre prochain pour intégrer des universités étrangères, notamment par le biais de ce qu'on appelle les Foundation Year et les International Year One. Mais on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc voilà, là c'est un petit peu le planning pour aujourd'hui. Donc au programme, moi je vais commencer par une première partie sur voilà, quelles sont un petit peu les options qui sont encore possibles à l'étranger, vous parler un peu des études à l'étranger de manière générale, les bons plans, et puis quelles sont un petit peu les conditions d'accès. Ensuite, c'est ma collègue Senia qui va prendre le relais pour vous parler de Kaplan, et puis ensuite mon collègue Charlie qui va vous parler tout particulièrement de Glasgow. Pour ma part, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Alice Barbier, je suis conseillère au sein de l'agence Study Experience. Donc, c'est notre agence qui organise ce webinaire ce soir. Concrètement, Study Experience, donc c'est une agence d'accompagnement sur les études à l'étranger. Donc notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les étudiants et leurs familles sur leur projet d'études à l'étranger. On est plusieurs conseillers au sein de cette agence et chaque étudiant qui passe par nos services a un conseiller dédié pour l'accompagner sur son projet d'études. Donc notre rôle, c'est vraiment un accompagnement de A à Z. On va vous aider à la fois dans la phase préliminaire de recherche d'université, de recherche de programme, être sûr qu'on trouve les options qui vous correspondent le mieux. On va aussi vous aider à monter vos dossiers d'admission, à rédiger vos lettres de motivation, obtenir les lettres de recommandation, passer les tests d'anglais, et puis ensuite envoyer vos dossiers d'admission aux universités, faire avec vous le suivi. Puis une fois que vous avez vos admissions en poche, tout ce qui va être préparation au départ, hein, donc tout ce qui va être logement, visa, assurance, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement qui se fait sur toute l'année. Et vous avez un conseiller dédié qui est généralement spécialisé sur la destination sur laquelle vous partez, donc voilà, que ce soit le Royaume-Uni, le Canada, les USA, etc. On a des conseillers qui sont spécialisés destination par destination. Study Experience, c'est une agence qui est présente depuis un bon nombre d'années, hein. C'est une agence qui a été créée en 2009. Donc ça fait un paquet d'années qu'on accompagne les étudiants sur leurs projets d'études à l'étranger. Tous nos conseillers et l'agence de manière générale sont accrédités par les différentes destinations qu'on va représenter. Donc j'en ai mis quelques-unes ici, hein. Vous avez UCAS pour le Royaume-Uni, le British Council, vous avez USATC pour les USA, vous avez PIRE et Australia pour l'Australie, etc., etc. Donc voilà, on est tous vraiment spécialisés sur les études à l'étranger et on travaille aussi en étroite collaboration avec un bon nombre d'universités étrangères. On a un petit peu plus de 200 universités partenaires avec lesquelles on travaille régulièrement et voilà, avec lesquelles on échange aussi de manière assez régulière pour pouvoir proposer un maximum de services de haute qualité à nos étudiants. Donc voilà, ça c'était un petit peu la présentation, on va dire, de Study Experience et de ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais là, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et avant d'aborder un petit peu les thématiques des options qui restent pour septembre prochain, on peut déjà simplement refaire un petit point sur pourquoi tout simplement étudier à l'étranger. C'est vrai qu'avant de se poser la question de ce que je peux étudier, où je peux étudier, c'est généralement la première question qui se pose. Étudier à l'étranger, il y a plusieurs raisons qui peuvent vous pousser à faire ce choix-là.
La première que je mettrai en avant, je pense que c'est probablement l'ouverture d'esprit. C'est vrai que partir à l'étranger, partir dans un pays qui va être différent du vôtre, avec une autre culture, avec une autre langue, avec un autre système éducatif, ça va forcément vous permettre bah, de vous ouvrir l'esprit et de vous confronter à des choses qui sont quand même différentes, voire très différentes, voire complètement à l'opposé de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc c'est un énorme plus, effectivement, dans votre parcours étudiant. C'est aussi potentiellement la maîtrise de plusieurs langues. Si vous allez étudier dans un pays anglo-saxon, c'est évidemment la maîtrise de l'anglais, mais ça peut même aller au-delà de simplement la maîtrise de l'anglais. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de pays, notamment de pays européens, je pense à l'Italie, à l'Espagne, à l'Allemagne, qui vont proposer des cursus 100% en anglais au sein de leurs universités. Aller sur ces destinations, c'est aussi un excellent moyen de non seulement de maîtriser une deuxième langue, mais pourquoi pas une troisième, hein. Voilà, étudier en Espagne un cursus anglophone, c'est maîtriser l'anglais dans vos cours, mais c'est aussi maîtriser l'espagnol dans votre vie de tous les jours. Or, on sait qu'aujourd'hui, la maîtrise des langues, c'est vraiment un élément qui est indispensable, notamment sur le marché de l'emploi. C'est aussi une très bonne façon de développer les soft skills. C'est vrai que les soft skills, c'est quelque chose dont on parle pas très souvent, notamment dans le système français, où voilà, ça commence à faire son apparition, mais c'est pas là-dessus que le système éducatif met l'accent. Pourtant, à l'étranger, c'est quelque chose d'hyper présent, mine de rien. Alors, bien évidemment, hein, comme je le disais précédemment, le fait d'étudier à l'étranger va déjà développer certaines soft skills comme l'autonomie et votre capacité d'adaptation. Quand vous partez étudier seul à l'étranger, c'est des compétences qui vont se développer naturellement. Mais le système éducatif, enfin, les systèmes éducatifs étrangers, notamment anglo-saxons, vont vous permettre de développer encore plus de soft skills de par leur pédagogie. C'est vrai que la pédagogie anglo-saxonne et dans les cursus anglo-saxons de manière générale, hein, au-delà des pays anglo-saxons, on est vraiment sur une pédagogie qui est à l'inverse de ce qu'on peut connaître en France, ce qu'on appelle généralement une pédagogie inversée, c'est-à-dire que on est beaucoup plus sur une pédagogie qui va permettre aux étudiants d'échanger, de débattre lors des cours. On va aussi avoir, alors, en France, on pourrait considérer qu'on a une pédagogie un petit peu frontale, c'est-à-dire que généralement, l'enseignant fait son cours, l'étudiant va prendre des notes et puis ensuite va passer ses examens, etc. Il y a assez peu d'échanges. Dans les pays anglo-saxons, on est plutôt à l'inverse, hein. C'est pas rare qu'un prof, à la fin de son cours, dise, bon, bah voilà, la semaine prochaine, on va avoir telle et telle notion. Faites vos recherches en amont, travaillez dessus, en seul ou en groupe, et puis ensuite, on met en commun et on fait ressortir un petit peu on fait émerger les connaissances à partir de cette discussion. Donc, c'est une pédagogie qui est très différente. Et le fait d'avoir cette pédagogie, bah, ça va vous permettre de développer, comme je disais, des soft skills. Ça peut être l'esprit critique, ça peut être la créativité, ça peut être des compétences de communication de manière générale, enfin, tous ces petits éléments qui vont être absolument essentiels à la fois dans vos études, mais aussi dans votre vie professionnelle. Étudier à l'étranger, c'est aussi un très bon moyen d'élargir votre réseau. Il faut savoir que les universités étrangères comportent généralement beaucoup d'étudiants internationaux. C'est pas rare sur certaines universités de voir jusqu'à 20% d'étudiants internationaux sur le campus. Donc c'est un très bon moyen finalement d'avoir des contacts un petit peu aux quatre coins du monde. Et dans les universités étrangères, le réseau alumni, donc les anciens élèves, ce sont des réseaux qui généralement sont quand même très puissants et qui sont très actifs. On dit souvent que voilà, les camarades que vous avez, les amis que vous avez sur vos campus pendant vos études, sont généralement vos partenaires de business pour la suite, et c'est très très vrai. Donc étudier à l'étranger, c'est aussi un bon moyen de commencer à se créer un réseau, de l'élargir, de le maintenir pour votre vie professionnelle future. Et bah, finalement, c'est aussi un très bon moyen de vous distinguer sur le marché de l'emploi, et bah, un petit peu pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, donc ouverture d'esprit, maîtrise de plusieurs langues, soft skills, réseau, tout ça, c'est ce qui va vous permettre finalement de vous intégrer sur le marché de l'emploi avec bah, possiblement une tête d'avance par rapport à pas mal d'autres candidats. Donc voilà, ça c'est un peu les raisons principales pour aller étudier à l'étranger. Se pose ensuite un petit peu la question des diplômes qu'on peut valider à l'étranger. Donc là, je vous ai mis un petit peu les diplômes principaux qu'on va pouvoir retrouver. Je vais commencer par le tout premier qui est en bleu sur ce tableau, c'est le Bachelor's Degree, donc qui serait l'équivalent de la licence chez nous. Le bachelor, il va se faire en 3 ou 4 ans selon les destinations où on étudie. C'est vraiment le tout premier diplôme universitaire, donc qui est l'équivalent à la licence. Au-dessus, on va avoir le master, bah, comme chez nous, un master qui va se faire en 1 an ou 2 ans selon les destinations. Et à côté du bachelor, vous allez avoir des diplômes un petit peu intermédiaires qu'on pourrait comparer chez nous à des formations un petit peu similaires. Toujours en bleu, à gauche, j'ai mis le HND ou l'Associate Degree. Ce sont généralement des diplômes plutôt
techniques qui vont se faire en 2 ans, qui peuvent permettre d'accéder directement au marché de l'emploi ou alors de poursuivre à l'université en faisant ce qu'on appelle, ce que j'ai mis juste au-dessus, un top-up degree. C'est une qualification en un an. C'est un petit peu comme on avait à l'époque avec le BTS qui permettait de faire une troisième année de licence à la suite de sa qualification. Là, c'est exactement le même principe. Ça va se trouver notamment pas mal au Royaume-Uni où on peut faire effectivement un diplôme de 2 ans suivi d'une troisième année pour valider le niveau licence bachelor's degree. Et tout en bas, j'ai mis un programme qu'on appelle la Foundation Year. Alors, la Foundation, je l'ai comparé à la prépa. C'est pas totalement équivalent à la prépa. La prépa en France, c'est un système qui est quand même assez costaud, un peu élitiste, parfois un peu cassant pour les étudiants. Enfin, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui redoutent parfois un petit peu la prépa pour ça. La Foundation, c'est un peu le même principe dans le sens où c'est une année de préparation universitaire. On va le dérouler un petit peu plus en détail par la suite, mais dans un environnement, on va dire, un peu plus bienveillant. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de voir la Foundation comme un tremplin vers l'université. Ça dure un an, c'est généralement spécifique aux étudiants internationaux et ça leur permet vraiment de se remettre à niveau sur tous les plans avant d'intégrer une université étrangère. Donc voilà, c'est un peu les différents diplômes qu'on peut trouver à l'étranger. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et concrètement, quelles sont les options diplômantes qu'on peut encore faire à partir de septembre. Donc je vais les détailler assez rapidement, destination par destination. L'une des premières destinations où on va pouvoir encore postuler pour septembre 2024, ça va être le Royaume-Uni. Souvent, pour le Royaume-Uni, il y a pas mal d'étudiants qui vont avoir tendance à penser qu'une fois que la deadline de UCAS, donc UCAS, c'est un peu le Parcoursup britannique, une fois que cette deadline-là est passée, qui était le 31 janvier, on n'a plus la possibilité de postuler au Royaume-Uni. Or, c'est totalement faux. Même si la deadline est dépassée, on peut totalement continuer à déposer des dossiers, généralement jusqu'à fin juin, début juillet. Et même au-delà, on a la possibilité de continuer à postuler au Royaume-Uni via un processus qui s'appelle le clearing. Le clearing, c'est un processus où, globalement, début juillet, entre début et mi-juillet, ça change un petit peu chaque année, les universités qui ont encore de la place dans leur formation vont remettre en jeu ces places directement via le système UCAS et où n'importe quel étudiant peut décider d'y postuler. Donc imaginons par exemple que l'université de Glasgow ait encore des places en business ou en ingénierie ou en sciences politiques voilà, sur des programmes où ils ont encore quelques places qui sont disponibles. Elles vont remettre en jeu ces places dans le système UCAS via le clearing et n'importe quel étudiant peut y postuler, que vous ayez déjà postulé via UCAS au début de l'année ou même si vous n'avez jamais fait de dossier pour UCAS au Royaume-Uni. Et ça, généralement, ça va être disponible jusqu'à fin août. Sans trop de soucis. Vous avez aussi les masters au Royaume-Uni qui sont généralement ouverts assez tardivement. La plupart des masters, pas forcément dans toutes les universités, mais la plupart des masters vont avoir des deadlines assez tardives. Ça peut être jusqu'à fin juillet, voire jusqu'à fin août pour certaines formations. Et donc, vous pouvez plutôt totalement déposer des dossiers dès maintenant pour une rentrée de septembre 2024. Sur l'Europe, alors déjà de manière générale, il faut savoir qu'en Europe, il y a pas mal d'universités qui vont délivrer des programmes qui sont 100% en anglais et idem, on va avoir des deadlines qui sont quand même assez tardives. Alors peut-être pas forcément dans toutes les universités, hein. C'est sûr que si on veut regarder des universités comme la Bocconi ou l'IE Madrid ou l'ESAD qui sont des grosses écoles de commerce très prisées, ça généralement ça se termine quand même assez tôt, mais vous avez une multitude d'universités qui généralement vont avoir des places encore disponibles dans certains de leurs cursus. Et le gros avantage de l'Europe, c'est que vous n'avez pas besoin de visa pour y aller. Donc vous n'avez pas la question de vous dire il faut que je postule suffisamment tôt pour avoir assez de temps pour pouvoir faire mes démarches d'immigration, etc. Là, pour le coup, gros avantage de l'Europe, c'est que bah, voilà, juste avec votre carte d'identité, vous pouvez effectivement aller sur le pays pour aller étudier. Et donc, vous avez beaucoup moins besoin d'anticiper vos démarches. En termes de destination à privilégier sur l'Europe, je mettrai en priorité l'Espagne, l'Allemagne et l'Irlande. Ça va être les trois principaux qui vont pouvoir effectivement vous proposer des options de manière assez tardive. Autre option à laquelle on ne pense pas forcément souvent, c'est la rentrée de janvier 2025. Il faut savoir que vous avez pas mal de destinations qui vont proposer une deuxième rentrée, une rentrée complémentaire finalement, en plein milieu d'année, souvent courant janvier-février. Alors, il faut savoir que la rentrée de janvier, c'est pas une rentrée qui est décalée dans le sens où si vous commencez en janvier, vous avez 6 mois de cours à rattraper. C'est vraiment une rentrée qui est complètement séparée. Et bah voilà, il y a des étudiants qui commencent en septembre, puis il y a des étudiants qui commencent en janvier, et vous suivez exactement le même cursus.
simplement sur des périodes différentes. Sur le Royaume-Uni et l'Irlande, vous avez pas mal d'options qui vont être disponibles, alors surtout au niveau master, mais vous avez aussi des options au post-bac qui vont être ouvertes sur la rentrée de janvier. En Amérique du Nord, c'est probablement là où c'est le plus répandu. Aux États-Unis, quasiment toutes les universités offrent une rentrée de janvier. Sur le Canada, vous avez beaucoup d'universités aussi qui vont le proposer, peut-être pas forcément sur tous les cursus, mais il y a quand même un large choix d'options. Donc voilà, la rentrée de janvier, si jamais vous considérez que septembre 2024, ça fait peut-être un petit peu court parce que bah, ça veut dire quand même, voilà, faire les démarches maintenant et puis partir assez rapidement. Si vous voulez un peu plus de temps pour planifier votre projet, mais que vous voulez pas non plus attendre une année complète, rentrée de janvier, pour le coup, c'est assez idéal. Et autre destination à laquelle on pense pas forcément parce que c'est loin, mais pour autant, ça reste des super options, c'est l'Australie ou la Nouvelle-Zélande qui par le fait qu'elles sont situées dans l'hémisphère sud, leur rentrée principale, donc l'équivalent de notre rentrée de septembre pour eux, généralement, c'est janvier-février. Donc, et là, pour le coup, on est parfaitement dans le timing pour ces universités-là. Australie, Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'on y pense assez peu. Pourtant, les universités sont absolument excellentes, des super cursus, très très bien classés dans les classements internationaux. Donc, c'est vraiment une option qui vaut le coup à regarder. Avec des universités qui offrent vraiment toutes les infrastructures nécessaires. Autre option qui qu'on peut envisager, j'en ai parlé très rapidement lors de la présentation des diplômes et ma collègue Senia va en parler un petit peu plus en détail par la suite, c'est ce qu'on appelle les préparations universitaires. Donc, je vous ai parlé de la Foundation Year qui se fait post-bac et qui permet, qui est un peu comparable à la prépa. Donc, la Foundation Year, c'est vraiment un programme de niveau post-bac et ça va avoir deux objectifs principaux. Perfectionnement linguistique, donc ça va très bien convenir à un étudiant qui voudrait étudier à l'étranger, mais qui n'a peut-être pas encore tout à fait le niveau de langue nécessaire pour le faire et qui a besoin de se remettre à niveau. Et préparation je vais dire méthodologique et académique spécialisée. Donc idem, par exemple, un étudiant qui voudrait étudier du business à l'étranger, mais qui n'a peut-être pas eu forcément sur le bac ou sur les notes actuelles des notes en maths qui étaient satisfaisantes ou qui a un peu peur de commencer l'université dès le début, qui voudrait un peu une année pour s'acclimater à un système éducatif avant de se lancer vraiment dans un diplôme. Faire une foundation year, c'est vraiment une option qui va parfaitement correspondre. L'objectif de la foundation, c'est vraiment de permettre aux étudiants internationaux d'avoir une année sur un campus universitaire à étudier les domaines qui les intéressent. Donc voilà, si vous voulez faire du business, de l'ingé, de la communication, vous pouvez totalement faire une foundation qui va être spécialisée sur ce domaine. Et ça va être ensuite un tremplin pour intégrer directement l'université par la suite. Donc, il faut vraiment voir cette année comme un tremplin. C'est une année de plus, mais ça vous permet de commencer l'université dans les meilleures conditions possibles et d'être parfaitement préparé pour le faire. Et vous avez un petit peu quelque chose de similaire qui existe pour les étudiants qui sont en licence et qui voudraient intégrer un master à l'étranger, c'est ce qu'on appelle le pré-master. Donc là, effectivement, ça va être accessible au niveau post-licence, toujours perfectionnement linguistique, méthodo, académique, spécialisé sur le domaine que vous voulez faire. Ça fonctionne aussi très très bien pour les étudiants, on en a eu pas mal par le passé, qui ont validé leur licence, mais peut-être pas avec les notes suffisantes pour intégrer telle ou telle université. Le fait de faire un pré-master, bah, ça peut vous permettre de remonter un peu votre dossier pour ensuite intégrer des cursus qui vous intéressaient. Et généralement, Foundation et Pré-Master, c'est des programmes auxquels vous pouvez postuler jusqu'à tard dans l'année pour une rentrée, par exemple, en septembre. Dernière option que je vais présenter, c'est ce qu'on appelle l'année de césure. Alors là, c'est un petit peu différent de la Foundation. La Foundation, c'est vraiment un tremplin universitaire. On vise vraiment à progresser vers l'université par la suite. L'année de césure, il n'y a pas forcément de progression universitaire qui est obligatoire, mais il y a beaucoup d'étudiants qui font une université après une année de césure. On en entend assez peu parler en France parce que bah, c'est pas hyper courant dans notre paysage académique. Pourtant, à l'étranger, c'est souvent un rite de passage un petit peu obligatoire. L'année de césure, ça peut totalement se faire à l'université. Vous pouvez très bien intégrer une université pour aller faire une année de césure. L'objectif, c'est pendant une année bah, de découvrir un système éducatif, de voir ce que c'est concrètement que d'étudier à l'étranger. Ça va aussi vous permettre de maîtriser la langue. Vous pouvez faire une année de césure avec des cours de langue ou avec des cours académiques ou avec un mix de cours académiques et de cours de langue en fonction un petit peu de vos besoins. C'est une très bonne option aussi pour les étudiants qui ne sont pas forcément au clair sur ce qu'ils veulent étudier. Voilà, il y en a qui arrivent au bac en ne sachant toujours pas s'ils préfèrent faire n'importe quoi, de la science politique, du business ou de la communication. C'est tout à fait normal. Faire une année de césure, ça peut être un bon moyen pendant un an d'étudier un ou deux domaines qui vous tentent et puis bah, concrètement de voir ce que c'est et ce qui vous plaît. Donc voilà, pour ceux qui sont encore un petit peu indécis et qui ne veulent pas se lancer dans le grand bain tout de suite,
c'est une très bonne option. Ça peut être aussi très très bien pour un étudiant qui veut se spécialiser dès maintenant sur un domaine, mais qui aurait peut-être besoin bah voilà, d'une petite année d'acclimatation. On peut trouver des années de césure qui sont focus sur un domaine bien particulier. Pour le coup, c'est absolument pas un souci. Et puis, bah, de manière générale, l'année de césure, ça permet tout simplement de compléter un petit peu vos compétences. Donc, c'est un petit peu comme la foundation year, sauf que, voilà, après, libre à vous de continuer à l'université ou de revenir en France. Ça peut tout simplement être une année pour vous, pour mûrir votre projet et pour acquérir des compétences. Hop. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu les différentes options qui sont encore possibles pour septembre 2024, je vais simplement faire deux petits slides sur le processus de candidature et puis ensuite je laisserai la main à mes collègues. Alors, le processus de candidature, il va varier d'université en université, de destination en destination, mais il y a un petit peu des impondérables. Là, je vous ai listé un petit peu les documents qu'on va forcément vous demander à chaque fois que vous voulez postuler à l'étranger. La première chose, ça va être bah, tout simplement vos relevés de notes. Alors, soit vos relevés de notes de lycée et bac, si vous postulez au niveau bachelor, donc en post-bac, ou alors vos relevés de notes depuis le bac, si vous postulez au niveau master, donc typiquement vos relevés de notes de licence. Donc, généralement, les universités vont juger votre dossier sur ces éléments-là d'un point de vue académique. En complément, ils vont souvent vous demander une lettre de motivation pour expliquer bah, voilà, pourquoi vous voulez rejoindre telle université, tel cursus. C'est pas rare qu'on vous demande une lettre de recommandation, donc il vient d'un de vos professeurs pour soutenir votre candidature. Et puis, bah, bien évidemment, un test de langue. Donc, j'en ai cité deux ici qui sont un petit peu les deux plus connus, donc l'IELTS et le TOEFL. Vous avez aussi d'autres tests de langue qui existent et qui peuvent fonctionner à l'étranger. Mais autant que possible, essayez de privilégier les tests qui sont les plus connus et qui sont généralement reconnus vraiment partout, partout. Donc, l'IELTS et le TOEFL. En termes de niveau qui va être attendu sur ces tests-là pour entrer à l'université, donc en entrée directe, on va être sur un niveau B2, on va dire un bon niveau B2, début de niveau C1. Donc sur l'IELTS, on va être sur un équivalent entre 5,5 et 6,5 sur 9. Si on faisait une comparaison avec le TOEFL, on sera entre 70 et 90 sur le TOEFL. C'est des tests qui sont assez faciles à passer en France, hein. Vous avez plusieurs centres de passage dans un petit peu toutes les grandes villes de France et vous avez en général 1 à 3 sessions par mois selon les villes dans lesquelles vous les passez. De manière générale, vous avez des sessions régulières un petit peu dans toute la France, donc c'est vraiment pas un obstacle pour un projet à l'étranger. Souvent, voilà, les tests de langue, je sais que ça fait parfois un petit peu peur aux étudiants, mais vraiment c'est facile à passer et il faut aussi savoir que, mais ça, Senia va vous en parler, sur certains programmes dont j'ai parlé, comme les Foundation Year ou les années de césure, c'est des programmes qui sont spécifiquement faits pour des étudiants qui seraient peut-être avec un niveau de langue en dessous de ce que demanderait une université normalement. Donc, si jamais vous n'avez pas forcément le niveau de langue requis, sachez que c'est pas du tout non plus un blocage pour un projet d'études à l'étranger. Vous avez des solutions qui existent pour justement vous permettre de vous remettre à niveau d'un point de vue linguistique. Voilà, j'ai fini pour ma partie. Je vais laisser la main à Senia afin qu'elle puisse présenter rapidement Kaplan. Senia, do you want to share your screen to talk about Kaplan? Yeah, definitely. Just a second. Can you see the screen Yeah, now? yeah, it's perfect. Okay, perfect. So, hi everyone, my name is Ksenia. I'm the Senior International Sales and Recruitment Manager for Kaplan International Pathways. We, as Kaplan International, pathway with different universities all across the US, Canada, Australia, but we also have university partners in the UK as well. So some of those names might be very familiar to you. Probably most of you know University of Birmingham, University of Bristol, University of Glasgow, of course, University of Liverpool, Nottingham, York, and Queen Mary University of London. Those universities are Kaplan Pathways partners. And the main goal of Kaplan is we help international students gain entry onto the undergraduate and graduate programs via foundation, international year one, pre-master programs. And the most important thing here is we offer guaranteed progression here.
So all those names on the screen, they seem to be very different, but we can try to structure them based on different criteria. So first of all, of course, this is the location. We have universities which are based in London, which are Queen Mary University of London, City University of London, and University of Westminster. But we also have universities all across the UK. We have University of Glasgow, which is based in Scotland, and my colleague will tell you more about this university. And we have universities which are based in Nottingham, in Birmingham, and Liverpool and York. So the location is not an issue here. We'll be very happy to offer you all the possible options here. And the other criteria to differentiate between our partner universities is by the name, which stands for Russell Group. Russell Group stands for research, prestigious, elite universities, which are usually in the top 100 in the world. And we offer progression to these universities as well. We as Kaplan International Pathways, we offer different programs. We offer direct entry to the University of Birmingham and TEDdy London, which sounds to be a very different name to all the traditional universities that you might have heard in the past. But TEDdy London is a very new, untraditional university, which was made by ASU, by King's College London and University of Sydney. All of those three universities are in the top 100 in the world for engineering type of programs. So if you are considering any engineering programs, please have a look at this university. It's very practical oriented, and it doesn't offer classical like theoretical classrooms. It's very heavily practical focused. But as mentioned by Alice, we also have the other types of programs. So the one mentioned by Alice was the foundation program, which you can see on the right-hand side of the screen, which can be named so-called 0 year, which leads to the first year of the degree in most of the cases. I will let you know about one exception at the end. And some of the students usually confuse it with language preparation programs, but basically this is not the same. In foundation program is heavily focusing on your specific degree for the progression. If you're coming to business degree, you will study something like entrepreneurship. You might study mathematics or digital applications. If you're coming to engineering, this will be completely different set of modules. Of course, there will be some English component as well, but this will not be like the general English or the traditional IELTS preparation program. This will heavily focus on your future program as well. The program, which is very different to the foundation program, and is ideal for the students who are saying that we don't want to lose any time here. We don't want to spend one extra year of studying before the university degree, which of course is not the waste of year, but still, it's called International Year One, which you can see on the left-hand side of the screen. International Year One is also the program for the international students. It is almost the analog of the direct entry program because it leads to the second year of your degree of the university, meaning that you will study the same 3 years as if you would come directly to the bachelor's degree. The only difference here is that you will study not on site of the university, but you will study either on the college, which is on the territory of the university, or within a 5 minutes walk. It's heavily focused on your degree as well. So as you can see, for example, on the left-hand side of the screen, there will be around 8 to 9 modules that you will study, similar to what you have been studying on your bachelor's degree in the university. Here you will have all the extra help that some of the international students might need. For example, how to open the bank account, how to use the insurance, how to register with the GP. And based on our practice, we see that the students who were graduating from pathway programs, they seem to
show higher results during the future bachelor's master's years in the universities because we give them all the hints and tips they need to use. On the screen right now, you can see different international year one programs. The only comment here is that international year one are mostly done with non-Russell Group universities, which of course is not a bad thing because, for example, University of Essex is very high in rankings for politics and international relations, or Bournemouth University is in the top 10 in Europe for some of animation and media programs. And of course, if you're the student who's looking at biology or medical type of programs, we also have international year one for biotechnology, for bioengineering in University of Essex as well. The other type of program that I mentioned is foundation. Foundation type of programs are usually one extra year before your bachelor's degree and can be done either on campus of the university, by the university. 3 examples right now on the screen as universities which own their own foundation and which hold the preparation studies in the buildings of the universities. While we have an exception here, do you remember at the beginning, I mentioned that foundation is usually considered a 0 year, and then students go to the first year. With the University of Glasgow, this is a completely different situation here. So the foundation with the University of Glasgow is considered to be immediately the year 1. The reason for this is because the educational system in Scotland is 4-year long, not 3 years long. However, when you study on the foundation in Glasgow International College, you will progress to the 2nd year of the university. So no time waste here as well. If you're the student who is coming for the master's, we also have pre-master, which is similar to the foundation, but to the master degree students as well. So if you are currently thinking of starting your education in fall 2024, please be mindful that you can still get into different type of universities, including Russell groups, including some universities which are top 8 in the UK, and of course, top 100 in the world. This can be done either the foundation program, this can be done either through international year 1 programs, pre-master, and of course, via clearing, which Alice mentioned before. And my colleague from the University of Glasgow, Charlie, will be giving you an overview of the University of Glasgow in more details, and as well as some clearing options for them. Thank you so much for your attention here. I will also be visiting France in the mid of July. So if any of you will be interested to meet me face to face to discuss any options, I will be very happy to do that. And this can be done via communication with study experience with Alice. And of course, I'm passing to Charlie here for the presentation. Thank you. Thank you, Ksenia. Thank you, Ksenia. Excellent. Has that worked? Yeah, it's perfect. Perfect. So thank you, Ksenia and Alice, so far. So I'm Charlie from the University of Glasgow in Scotland, and I'm going to just give you a quick overview of the university, and then also a bit of information about how you can still join us in the coming year. A lot of that will be things that Ksenia and Alice already spoke about. So please do forgive me if I repeat things they've said. So a bit about the university to begin with. We were established in 1451, so we are one of the oldest universities in the English-speaking world after Oxford, Cambridge, and St. Andrews. We are a World Top 100 university with both QS and Times Higher Education, and both also put us within the World Top 20 for sustainability as well.
We were named Scottish University of the Year in 2024 by the Times and Sunday Times. We also won this award in 2020 and 2022. And it takes into account more than just academic rankings. So this looks at things like the city, it looks at student life, sort of extracurricular things, support offered to students as well. So it takes much more into account than QS and Times Higher Education do too. Ksenia already mentioned the Russell Group. So the University of Glasgow is a member of the Russell Group, and this is a group of research-intensive universities throughout the UK. The biggest impact this will have on you is it means obviously that you're going to get a very high quality education, but also that all of your teachers will generally be researchers in their specialist field, and that will be what they teach you. So you may find, for example, that some lecturers rotate as they go through a module, depending on what their specific specialities are. As a university, we have around 43,000 students from over 140 different countries and territories across the world. And we have well over 100 students from France currently studying at the university, and many more from across Europe as well. So this is a slightly outdated picture of our campus. I have expertly photoshopped some bits on that will appear in a moment. But this is sort of an overview of what the university campus looks like. We're quite unique in a way in that we are both a city and a campus university. So the university is within the city. So you can sort of see towards the top and the right-hand side houses where people live. But everything is also still in one place. So the big building in the middle is the main building, a very creative name. This is used for teaching. So things like social sciences have a lot of their teaching time spent in here. And it is also where things like graduation take place, and also sadly exams. So it is a building we use. It is a building that you can go to. It has a museum in it as well with bits from all over the world. And the Student Representative Council is based near here as well, which I'll come on to in just a moment. The top right-hand corner is our new library. So this has over 2,500 study spaces for group and independent learning spread across 12 floors, and over 2 million books and special collections at the disposal of our students as well. Opposite that is the Fraser Building. So this this hosts student resources and international student support. And it is also where our on-site doctor's surgery is based as well. I told you there was some good photoshopping to come. So we have the James McCune Smith Learning Hub. This is a brand new building with sort of state-of-the-art immersive teaching facilities. It opened, I think, 3 years ago now. It has a massive lecture hall in it. It has study spaces. It has cafes, bars. It has so just a very open plan ground floor to spend time in. It's a really, really pleasant space. And it's named after one of our former students, James McCune Smith, who was the first African-American to get a medical degree anywhere in the world. So we've always been a really forward-thinking, futuristic university in that way. And then Ksenia mentioned you'll find a bit of a mixture in where progression courses are based. In this particular bit, you can't quite see the building that ours is based in, because we have expanded our campus since this was taken, but it's next to our business school building and just next to our advanced research building as well. So at the University of Glasgow, if you do decide to do a foundation, you are on campus and a part of the university as well. So I mentioned the overall rankings that we had a couple of slides ago. These are sort of where our subjects rank within the UK, according to the Times and Sunday Times. One of the questions people ask me generally is, what is the University of Glasgow good at? The correct answer to that question is basically everything we offer. So these are most of our subjects which feature in the top 10 in the UK. Most of our other subjects you'll find will be in the top 20. So the slide isn't really big enough for me to fit them all on. So we focused on those in the top 10, but you will find the vast majority of our subjects will be in the top 20 in the UK. And some of these actually rank very highly worldwide as well. So the text appears in a minute on this one. So this is the Advanced Research Centre that is brand new. I don't think it had actually opened yet in this building. And you can actually see to the very left-hand side is the brand new business school building.
and the Kaplan International College is just next to that one. Oh, I skipped ahead. So the subject areas we have at the University of Glasgow in full. So we have arts, humanities, social sciences, and languages. We have business, accounting, and finance. We have education, all kinds of engineering. We have law. We have medicine, dentistry, nursing, and veterinary sciences. And then we also have the very broad sciences, which can include anything from computing and psychology to biology, physics, chemistry, and geography as well. Ksenia also mentioned that the education system in Scotland is a little bit different to the rest of the UK. In an undergraduate degree is 4 years long, sorry, instead of 3. Part of the reason is our system is very similar to what they use in the US, where they have majors and minors. They stole it from us, basically. So in this example here, a student has applied to do economics. It is also worth noting at Glasgow, Edinburgh, St Andrews and Aberdeen, an MA indicates a bachelor degree, not a master's. So please don't let that confuse you. So this student has applied for economics, but they have to choose 2 other subjects in their first year and went with politics and history. In year 2, they didn't like history, so they changed it for classics, but kept economics and kept politics as well. At the end of year 2, the student had a choice. They could keep just economics as they applied for. They could do economics and politics, which is indeed what they chose. So even though they applied for economics, they graduated with economics and politics. The student could also have chosen just to focus on politics. So a degree in Scotland, and particularly at Glasgow, is a really good option for anyone who's maybe not 100% sure what they want to do, because it gives you an extra 2 years to sort of choose your focus and work out exactly what it is you want to do. So a little bit about Glasgow as a city. So Rough Guides voted us as the world's friendliest city in 2022. I'm definitely not going to disagree with that, and not just because I'm paid by the university. It's the kind of city where if you're lost, somebody will come up and ask you if you need help, and will then walk you generally to where it is you need to go and make sure you get there. The European Commission named us the Cultural and Creative Centre of the UK in 2020, way back when. We are the largest city in Scotland. So Edinburgh is the capital, but Scotland is larger. And we're the 4th largest in the UK after London, Birmingham and Manchester. But while being big, we're not on the kind of scale of a city like Paris or London. We're sort of much more small to medium city size. We have around 800 to 900,000 people living within Glasgow and the areas immediately around it. We have over 90 different parks and green spaces throughout the city. There is one right next to the university, which is called Kelvingrove Park, which is really, really nice when you need a break from your studies, whether at the university or the Foundation College. And we are also just around the corner from the Botanical Gardens as well, which are equally beautiful. We have a really, really large Pollock Country Park in the sort of south end of the city, which has its own herd of Highland cows, which are sort of like normal cows, except they're hairy and orange. So I guess not at all like normal cows. Glasgow is a UNESCO City of Music. We were the first UNESCO City of Music in the UK. So in terms of live music performances, we have up to 150 different performances really each week within the university. That would be impressive. Within the city of Glasgow. The university, through the Queen Margaret Union, has hosted bands such as Queen and Nirvana in the past as well. And then the city also tends to have sustainability at its heart as well, with the Hydro being one of the greenest arenas in the world. We were the European City of Sport in 2023. We hosted games at the Euros in 2020, and we'll host some again in 2028. So is Scotland very much the capital of football within Scotland? And we also hosted the Indoor Athletics Championships last year as well. So the most important part then is how you can still join us this year. So a lot of this will be repeating things Alice and Ksenia said earlier on. So from postgraduate, a lot of our courses are still accepting new applications. They will all have their own closing date, and in all honesty, generally will close when they're full. So if you're interested in a postgraduate course, the best time to apply is now. The second best time to apply is tomorrow.
just while there are spaces still available, as they can sometimes close without much notice. It's worth having a look on the website to see exactly what kind of courses we still have available. All of the information on application dates will be down at the bottom of each individual course page. We also have the Kaplan Pre-Masters program, which, as Ksenia highlighted, are still accepting applications for this year. So that generally will be maybe you don't quite have the right expertise in the subject area for what you're looking for, or sort of just need to top up to your bachelor degree before starting a master's. And we also do have some January start programs. So as Alice mentioned, the courses for this do vary massively depending on the university that you're at, or you're looking for, sorry. At Glasgow, it's typically engineering courses we have on offer from January. We do have a lot of distance learning courses available in January as well. But in terms of ones that are physically in Glasgow, it is predominantly engineering courses. So for undergraduate, we also have the Kaplan Foundation programs available at Glasgow International College, which obviously Ksenia mentioned earlier on. So they are still accepting applications for those. The only thing I would say regarding Kaplan Foundation and pre-masters to be aware of is they will obviously go through all of this with you as well, but also do your research on what program you'd like to go into, as not necessarily all programs at the university will be progression degrees. So it just makes sense to do some research, work out what kind of course you want to do at the university, and then look through the Kaplan brochures with either by yourself or with people from Kaplan to see the kind of progression programs we have. The last way to join us, as Alice mentioned earlier on in the presentation, is clearing. So you can still apply in what's called the regular cycle until the end of June. So that is just normal applications. You don't need your results or anything before applying. But if you apply after the 30th of June, you would be applying through what is called clearing. This is effectively where universities advertise any vacancies they have in courses. The key reason, so the key thing to remember here, sorry, is that you do need your final results before applying in clearing. Universities do not make conditional offers at this point of the year, so you will have to have your final results. There are lots of reasons why you might look for a place in clearing. You might have only recently decided you actually want to go to university, which is about as late as I decided I wanted to go to university. Your grades might not quite be what you expected, either good or bad. So you might be looking for a university with either higher or lower requirements, just depending on the kind of thing you want to study. You might have changed your mind about your course. And you might have enjoyed my presentation so much that you now really want to study at Glasgow, regardless of anywhere else you've applied for. And so you can just change your mind. You don't have to have any particular reason for applying during clearing. Any reason is as valid as the last one. So clearing typically runs until sort of the end of August, after the UK students have received their results. Much like postgraduate applications, these are done on a first come, first served basis. So it's always best to apply as early as you can. Come up with a plan for clearing. If you're going to do it, work out what kind of courses you're looking for, where you're looking for them, because the courses will close, almost without warning when they're full. So yeah, time is of the essence in clearing. So just sort of move as quickly as you can. So that is pretty much it from me. So thank you everybody for paying attention. And here is sort of our generic email address if anyone does have any questions that they'd like to get in touch with afterwards. Thank you, Charlie. Du coup, je vais reprendre la main rapidement pour cette fin de webinaire. Donc voilà, comme l'a expliqué Charlie, comme l'a expliqué Ksenia, comme je l'ai expliqué en début, il y a encore pas mal d'options qui sont possibles pour aller étudier à l'étranger sur la rentrée prochaine. On a pas mal parlé effectivement du clearing, donc qui est la procédure où les universités britanniques remettent en jeu leur place restante. Il faut savoir que voilà, nous, Study Experience, on a l'habitude de gérer le clearing. On est en mesure de vous dire
dire quelles sont les universités qui ont encore des places, sur quel programme, de vous accompagner sur tout ce processus qui est un petit peu particulier, hein. Le clearing, c'est pas un dossier d'admission traditionnel. Généralement, on doit appeler les universités ou contacter les universités, envoyer vos résultats et vous avez la réponse quasi immédiatement. Mais bon, c'est un processus qu'on maîtrise bien, donc ça, pas de souci. Et idem pour tout ce qui est Foundation Year ou International Year One. Voilà, c'est des processus qu'on connaît pas forcément, que, on va dire, le grand public ne connaît pas forcément, mais sur lesquels on a l'habitude de naviguer. Donc, si jamais vous avez un projet pour intégrer une université en septembre 2024 et que vous voulez vous lancer, n'hésitez pas effectivement à nous contacter. Je vous envoie dans tous les cas, alors je vais vous remettre sur ma présentation notre contact, donc c'est info@studyexperience.fr. Si jamais vous avez des questions, vous voulez nous contacter, vous pouvez bien évidemment nous écrire à cette adresse mail. Si jamais vous avez des questions de dernière minute, c'est le moment. Pour le coup, alors soit vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez tout simplement lever la main, j'ai la liste des participants, voilà, faire signe et puis on vous donnera la parole. Je profite simplement des dernières minutes qui nous restent pour voilà, repréciser ce qu'a dit Xenia juste avant. Donc Xenia qui travaille à Kaplan sera présente à Paris le 8 juillet. Si jamais, on vous enverra des informations à ce sujet-là, mais si jamais vous voulez venir la rencontrer pour discuter de possibles options pour vous pour la rentrée prochaine, ce sera tout à fait possible. Alors, je vois qu'il y a Léa qui a levé la main. Léa, je vous donne la parole. Est-ce que vous m'entendez, Léa? Oui, je suis là. Oui, Merci allez-y. beaucoup. Voilà. En fait, je voulais savoir si Kaplan est aussi impliqué dans les universités américaines. Euh, Si vous avez d'autres partenaires. Oui, oui. Kaplan a des universités aux États-Unis. Il travaille notamment avec University of Connecticut, Arizona State University, Pace University. Donc, ils ont plusieurs universités américaines avec lesquelles ils travaillent. Et dans ces universités, vous pouvez y postuler en entrée directe, c'est-à-dire directement sur le bachelor's degree. Mais ils proposent aussi, comme Senia l'a présenté, des programmes de préparation universitaire, style un petit peu foundation pour les étudiants qui voudraient un peu de remise à niveau ou tout simplement s'acclimater avec le système éducatif américain avant de commencer un diplôme. Donc, il y a des options aux États-Unis qui existent avec Kaplan, sans problème. Et donc, il faut passer par Kaplan ou il faut passer par vous? Bah, Parce que par moi, nous directement, parce qu'en fait, on travaille en direct avec Kaplan et notre rôle, c'est de faciliter finalement un petit peu la liaison entre les étudiants français et bah, les universités ou les institutions comme Kaplan. Donc, vous pouvez passer par nous directement et en fait, on représente votre dossier à Kaplan et on vous aide notamment à sélectionner les universités, bah, par exemple aux États-Unis, qui pourraient correspondre au projet. Donc, vous pouvez nous contacter directement. d'accord, mais moi, j'ai une particularité, c'est que je vis aux États-Unis, Ouais, mais c'est tellement compétitif que je suis en train de recruter justement une compagnie dans votre genre ouais. pour essayer d'aider. Voilà. Bah, et nous, on peut effectivement vous accompagner. De toute façon, ce qu'on fera dans un premier temps, alors il suffit de nous envoyer un mail sur l'adresse mail qui est ici. Euh, Oui. on fera un premier rendez-vous avec vous pour bah, discuter un peu de votre projet, probablement regarder tout votre dossier scolaire, peut-être votre parcours de manière générale, si vous avez par exemple travaillé, etc. Et voir justement en fonction de ce que vous voulez faire et du dossier de manière générale, quelles sont les universités les plus appropriées pour que vous puissiez commencer votre cursus. Ce serait au niveau bachelor ou au niveau master? Non, c'est undergraduate. C'est pour mon Undergraduate. fils. Donc, Ouais. ouais. Pour votre fils. Donc, dans ces cas-là, bon, on regardera un petit peu son dossier scolaire et puis on D'accord. verra les options qui sont les plus appropriées. Puis après, on vous aide effectivement à présenter le dossier, à l'envoyer à Kaplan. Donc, voilà, Xenia, elle travaille à Kaplan, on échange régulièrement. Donc, on a des liens directs pour les admissions. Et puis ensuite, effectivement, une fois que l'étudiant est admis, vous accompagnez sur tout ce qui est préparation au départ, même si vous êtes déjà basé aux États-Unis, si vous avez besoin d'un logement sur le campus, etc. On va accompagner sur tout ça. D'accord. Et donc, à ce moment-là, on parlera des coûts, mais en aparté, c'est ça? C'est ça, bah, ça fait partie effectivement des thématiques qu'on va aborder lors des premiers entretiens. C'est qu'on va faire un petit D'accord. point sur votre budget, les budgets des universités et essayer de trouver des établissements qui vous conviennent sur ce critère-là. Non, mais je parlais de votre coût à vous, en Ah, tant notre coût. Alors nous, qu'institution. Hein. notre coût de base, c'est 380 euros. Ah ouais. C'est nos frais d'accompagnement, notamment pour postuler avec les universités avec lesquelles on travaille. D'accord, super. Merci beaucoup.
Pas de souci, je vous en prie. Au Alors, je vois revoir. qu'il y a d'autres questions qui ont été posées. Une question de Benoît. Quelles sont les facs de médecine européennes prestigieuses et accessibles pour un Français? Alors, pour la médecine en Europe, ça va être majoritairement en Espagne. Alors, je vais faire un petit point très rapide là-dessus parce que c'est vraiment particulier la médecine. Vous allez avoir pas mal d'options en Espagne. Vous avez aussi des options qui vont être disponibles en Lituanie, en Roumanie. Après, si c'est pour septembre prochain, le plus simple, ce serait de nous envoyer un mail justement à cette adresse, donc info@studyexperience.fr. Il y a encore des options qui sont possibles, notamment avec des programmes de foundation pour intégrer des cursus de ce type-là. Tout va pas forcément encore être ouvert sur la médecine spécifiquement à partir de septembre. Après, ça dépend, est-ce que c'est vraiment médecine ou est-ce que ça peut être aussi un intérêt pour tout ce qui est dentaire, kiné, veto, etc. où là, parfois, il y a un petit peu plus de disponibilité. Après, en Espagne, voilà, vous avez beaucoup d'écoles qui vont proposer des cursus. Médecine en Espagne, souvent, c'est plutôt en espagnol. Par contre, si vous êtes intéressé par dentaire, veto, kiné, vous avez des cursus qui sont en anglais. Donc à voir effectivement en fonction de votre niveau de langue, peut-être niveau de langue en espagnol s'il y a besoin, et voir exactement la spécialité qui vous intéresse. En tout cas, effectivement, il va y avoir des options qui vont être techniquement encore possibles. Je vois qu'il y a une autre question qui a été posée dans le chat. Ta, ta, ta. Bah justement, c'est Senia qui donne des précisions. Léa pour les USA, donc vous parliez de nos frais à nous, mais Senia précise que vis-à-vis des universités, il y a aussi des bourses qui sont disponibles si jamais il y a besoin. Et pour la question sur les études médicales, alors c'est vrai que j'ai parlé de l'Espagne et j'ai parlé Roumanie, Lituanie. Il faut savoir aussi qu'en Angleterre, vous avez l'université de Brighton et l'université de Sussex qui ont des medical schools, donc des cursus médecine, qui sont ouverts aux étudiants internationaux, donc idem aux étudiants français, et qui disposent d'une foundation year, donc les programmes qu'on a présentés précédemment, qui permettent de faire un peu le tremplin vers l'université, et qui vous permettent derrière de pouvoir progresser directement sur des cursus médecine. Par contre, attention quand même à la médecine au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ne faisant plus partie de l'Union européenne, contrairement par exemple à un étudiant qui fait médecine en Espagne ou en Roumanie, où derrière il peut revenir en France pour travailler, au Royaume-Uni, il n'y a pas de reconnaissance automatique des diplômes de médecine. Donc si on veut travailler au Royaume-Uni, ça peut fonctionner. Si on veut revenir en France, mieux vaut dans ces cas-là partir sur des cursus Europe un petit peu plus traditionnels. Mais si le Royaume-Uni vous intéresse, potentiellement, ça peut être une option qui est encore viable, notamment via la Foundation. Je regarde s'il y a d'autres questions qui ont été posées. Non, je pense qu'on a répondu aux questions principales. Ok. Est-ce que s'il y a une dernière question, c'est le moment de la poser. Et puis sinon, bah, après, on va vous libérer. Merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. J'espère que vous avez pu avoir les réponses aux questions que vous aviez. Thank you, Senia. Thank you, Charlie, for being here and for your presentation. Thank you, Alice. Thank you, everyone. Thank you. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont posées, donc on va pouvoir couper ce webinaire. Dans tous les cas, il a été enregistré, donc on va le mettre en ligne et vous recevrez par mail le lien pour pouvoir y accéder si vous avez besoin de le revisionner. Et puis si vous avez des questions, voilà, que ce soit sur les États-Unis, que ce soit sur médecine et les options restantes, ou tout autre projet de manière générale, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse qui est indiquée. Voilà, on travaille avec Kaplan en direct, on travaille avec Glasgow et Charlie en direct. Donc, si vous avez des projets qui sont sur ces destinations, n'hésitez pas, on sera ravis de vous aider. Merci à tous pour votre présence. Et puis, je vous souhaite... Ah, je vois qu'il y a une dernière question qui a été posée. Bougez pas. Est-ce que vous pouvez réexpliquer la différence entre les différentes phases d'inscription en Angleterre? Nessim, vous faites référence au clearing, c'est bien ça? Si vous pouvez juste écrire dans le chat. Ouais. Alors, juste pour réexpliquer le clearing, globalement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Royaume-Uni, normalement, on postule via UCAS. La deadline officielle, c'est le 31 janvier, mais on peut faire des demandes jusqu'au
31 juin à peu près jusqu'à, ouais, on va dire 31 juin de manière classique, c'est-à-dire que vous postulez sur UCAS, vous pouvez faire plusieurs choix d'université, vous pouvez en faire 5 maximum, vous déposez votre demande d'admission, lettre de motivation, lettre de recommandation, et les universités vous font, dans ce cas-là, ce qu'on appelle des offres conditionnelles. C'est-à-dire qu'elles vont vous dire, OK, on vous prend à condition que, par exemple, sur le bac, vous ayez, je dis n'importe quoi, 12 de moyenne avec 10 en maths si vous faites un cursus de business. Passé le 31 janvier, normalement, la plateforme UCAS, son fonctionnement traditionnel ferme et on passe sur la phase de clearing. Le clearing, en fait, c'est ce qui permet aux universités qui auraient encore des places disponibles dans certains cursus passé le 31 juin, de les remettre en jeu et de permettre aux étudiants d'y postuler en direct. Donc là, on postule université par université. Il faut attendre d'avoir ces résultats du bac pour pouvoir faire le clearing parce que pour le coup, ils font plus d'offres conditionnelles, ils font des offres définitives. Donc le principe est assez simple, hein. Vous regardez ce qui est disponible sur le clearing. Donc par exemple, vous voyez que l'université de Glasgow en business a encore une place, ça vous intéresse. Vous envoyez un mail à l'université de Glasgow en disant, bah voilà, moi j'ai eu mon bac, j'ai eu 14 de moyenne avec, je sais pas, 13 en maths, je serais intéressé pour votre cursus de business. L'université va étudier votre demande et généralement, sous 48 heures, vous avez une réponse positive ou négative pour intégrer le cursus. Donc, c'est une phase complémentaire où toutes les universités qui n'auraient pas forcément rempli leur programme via la phase normale UCAS va remettre en jeu en fait ces places et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas postuler pour plusieurs universités en même temps. Dans le processus UCAS traditionnel, vous pouvez demander 5 universités avec un seul dossier. Là, vous postulez université par université, vous attendez la première réponse. Si c'est positif, très bien. Si c'est négatif, vous pouvez demander une deuxième université, etc., etc. Donc, c'est un peu une phase complémentaire et ça va durer jusqu'à fin août et vous pouvez faire la demande à partir du moment où vous avez vos résultats du bac. Donc là, cette année, ça va tomber, je crois, le 8 juillet. Donc, on va dire entre le 8 juillet et le 31 juillet, vous allez pouvoir faire le processus de clearing pour intégrer une université au Royaume-Uni. Hop. Alors, tac. Merci Nessim. Donc Nessim nous dit tout simplement Thank you for the nice presentation, very helpful. So thank you guys. Merci Nessim. Hop. Tac, tac, tac. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées entre-temps, mais non, c'est tout bon. Du coup, bah, je vous remercie à tous pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une excellente soirée et nous restons à votre disposition. Si jamais vous avez un projet ou des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On est disponible pour vous accompagner sur votre projet. Thank you guys. Bye Thank bye. you. Thank you. Au revoir.